Bonjour à tous. C'est un très grand plaisir pour moi d'être là, de présenter ma thèse, mon travail de thèse à vous. Je souhaiterais remercier le CFNS pour la mise en place de ces prix Boussinesq. Donc, à mon avis, ça va contribuer énormément à valoriser la recherche et de la mettre en lien avec notre communauté et la pratique, l'application pratique. Donc, ma thèse est intitulée Détermination du module de cisaillement des sols sous faible déformation à partir d'une sonde pressométrique innovante, application au dimensionnement cyclique des pieux. Cette thèse a été réalisée en modalité CIFRE entre la société Fugro France et le laboratoire Navier Géotechnique à l'école des Ponts, le CERMES, donc dirigé par Jean-Claude Duplat, encadré par Jean Canou, donc côté CERMES, école des Ponts, et M. Alain Puech à Fugro France. Donc, la thèse porte sur l'essai pressométrique. Je pense que vous le connaissez tous. Je vais commencer cette présentation par vous faire des petits rappels des principes et ensuite vous présenter les objectifs de cette thèse et les méthodes que nous avons utilisées. Donc, l'essai pressométrique, c'est un essai d'expansion de cavité cylindrique. Donc, il consiste à insérer dans le terrain une sonde. C'est un corps gonflable. On vient insérer dans un forage préalable. Cette sonde, on va le contrôler à partir d'un contrôleur de pression-volume qui est situé à la surface. À partir de ces contrôleurs, on va appliquer un programme de chargement en pression et en volume qui va nous permettre de mesurer donc, des pressions et des variations de volume de cette cavité dans les sols. Si on applique un programme de chargement de type Ménard, que vous connaissez certainement tous, on obtient une réponse de ce type-là, donc avec une partie initiale quasi linéaire sur laquelle on va dériver un module, dit module pressiométrique Ménard, et on aura une asymptote en pression sur laquelle on dérive la pression limite pressiométrique. Il s'agit jusqu'aujourd'hui de cette référence pour les calculs de fondation en France. À partir de ces essais, on peut donc déterminer des paramètres d'interaction sol-structure pour le dimensionnement des fondations superficielles et profondes. Donc, on a une méthode de calcul qui est établie dans les annexes nationales des normes de l'Eurocode 7. Donc, il y a deux approches. La première, c'est déterminer ces paramètres d'interaction et pour l'état limite ultime et pour l'état limite de service. Ou une autre approche, c'est des corrélations empiriques entre les modules pressométriques Ménard et les modules dits d'élasticité du terrain. Alors, par contre, ces approches, ces corrélations ont certaines limitations. Ce qui se passe, c'est que les modules pressométriques, il est en fait mesuré dans un domaine de déformation relativement élevé. Donc, toutes ces corrélations, elles sont valables dans un domaine très précis, qui est ce domaine pour lequel elles ont été établies. En l'occurrence, c'est des fondations sous chargement monotone. Donc, on ne peut pas extrapoler ces corrélations pour des domaines autres qu'elles ont été établies. Par contre, il existe des développements théoriques qui nous montrent, en fait, dans la littérature, qu'il est possible de remonter dans cette courbe de décroissance des modules de cisaillement et on peut accéder, en théorie, au module d'élasticité élémentaire du sol avec un essai pressométrique. Cependant, faute des matériels d'essai capables de nous permettre d'aller dans ces domaines des faibles déformations, c'est très rarement fait dans la pratique, et notamment dans la pratique française, quasiment pas utilisé. Pourquoi? Parce que finalement, nous avons des limitations concernant les matériels d'essai. Donc, ce que vous voyez ici, ce sont des sondes souvent utilisées dans la pratique française. Ce sont des sondes qu'on dit tricellulaires, donc sont opérées à la fois en air comprimé et à l'eau. Donc, la cellule de mesure est cette cellule au milieu, qui est entourée des deux cellules dites cellules des gardes. Donc, on opère avec deux fluides, l'air et l'eau. Alors, ceci est complexe, compte tenu de la gestion de deux fluides en même temps, et on peut avoir une perte de précision, donc des déformations parasites, par exemple, dans les membranes, on a des déformations longitudinales qui vont nous faire perdre en précision pour la mesure des domaines des faibles déformations. On peut avoir d'autres problèmes, comme l'usure de la membrane après une certaine quantité d'essais, qui vont également faire perdre de la précision, et aussi une dissolution progressive des gaz dans l'eau, qui va nous faire des bulles d'air dans l'eau et également une perte de précision. Et toutes ces pertes sont invisibles pour l'opérateur. Donc, elles ne sont pas possibles de correction a posteriori. Alors, il existe deux types de sondes.
moins utilisée dans la pratique française, mais plus souvent dans la pratique anglo-saxonne. Ces sondes, elles disposent des capteurs locaux, ponctuels, qui vont permettre d'avoir une précision améliorée de mesure pour les domaines de très faible déformation. Alors, par contre, la présence de ces capteurs va limiter la capacité d'expansion de la sonde et va rendre ça plus difficile, voire impossible, d'aller mesurer la pression limite. Donc elles sont plus difficilement utilisables pour les dimensionnements des fondations, pour lesquels on a besoin de mesurer aussi les paramètres de rupture. Donc on a deux types de matériels d'essai qui sont adaptés à deux types des domaines de mesure, grande déformation, faible déformation. Il y a un manque qui permet de lier les deux. Alors, pour améliorer, donc, avec l'objectif d'améliorer cette capacité d'utilisation de l'essai pressométrique pour les dimensionnements de fondations, enfin des ouvrages en général, le projet ARSCOP a été lancé en 2016. Donc, c'est un projet de recherche et développement qui inclut une quarantaine de partenaires dans le public et dans le privé. Ces projets est divisé en trois axes. Et ma thèse, elle vient s'insérer dans les axes 1 et 2 de ce projet. Donc, notamment le développement d'essais, de matériel d'essai plus performants qui permettent d'améliorer les domaines d'application de l'essai pressométrique et le développement de nouvelles méthodes de calcul basées sur l'essai pressométrique. Alors, l'objectif du projet ARSCOP est donc d'étendre les domaines d'application de l'essai pressométrique et notamment un besoin récent qui a été mis en évidence dans le cadre du projet SOLCIP, qui a été conclu récemment, concerne le dimensionnement des pieux sous chargement cyclique. Alors les pieux sous chargement cyclique, exemple plus classique, ça va être les fondations d'éoliennes offshore. Alors pour ce type de structures, les charges variables vont avoir une forte influence sur les paramètres d'interaction sol-structure, sur la raideur en interaction sol-structure, mais aussi sur la capacité portante compte tenu de la forte variation des charges. Pour ce type de structure, il existe des recommandations pour son dimensionnement. Les recommandations sont basées sur des essais de laboratoire, donc les essais élémentaires, de la détermination de paramètres élémentaires des sols à partir d'essais de laboratoire, ce qui est une pratique très anglo-saxonne et moins utilisée en France. Aujourd'hui, on ne dispose pas de recommandations sur l'utilisation du pressiomètre pour cette finalité. Alors, cela dit, on peut parler des objectifs de la thèse. Donc, c'est ce qui sont contribués au développement d'une nouvelle méthodologie pour les dimensionnements des fondations profondes sous chargement cyclique axial en utilisant le pressiomètre. Dans ma thèse et dans cette présentation, on mettra l'accent sur la détermination des paramètres élémentaires du sol ayant par objectif leur application au dimensionnement des ouvrages. Alors, pour ce faire, nous avons trois étapes principales. Donc, la première est la proposition d'un matériel d'essai et des procédures d'essai adaptées pour cet objectif. Ensuite, la validation de ce matériel et procédures vis-à-vis des propriétés élémentaires des sols. Et finalement, l'application aux problèmes d'interaction sol-structure, notamment pour les cas de fondations profondes. Alors, donc, du coup, j'ai divisé mon travail de la même façon que cette présentation. Donc, je vais commencer par vous présenter l'utilisation d'une sonde pressométrique innovante, la proposition de nouvelles procédures d'essai en lien avec ces nouveaux matériels et les objectifs recherchés. Ensuite, la validation en deux volets. Donc, d'abord en laboratoire, en chambre d'étalonnage en conditions contrôlées, et ensuite in situ, dans des conditions d'opération réelles. Par la suite, je vous présenterai des perspectives d'application au dimensionnement des ouvrages, au calcul des pieux et d'autres. Et je termine donc par mes conclusions. Donc, compte tenu des limitations du matériel existant, nous avons fait le choix de travailler avec une sonde innovante, qui est la sonde monochambre Francis Court. Alors, cette sonde, la principale innovation, elle est en fait liée à une amélioration dans la technologie de sa membrane. Donc, en fait, cette membrane, elle est entourée de ce qu'on appelle une gaine de contention, qui va permettre de contrôler sa géométrie lors de son gonflement. Donc, vous voyez ici au centre un schéma de la sonde gonflée, et vous observez qu'elle a une géométrie en forme de biseau aux extrémités, qui est donc composée par cette gaine de contention.
la gaine de contention, en fait la membrane de la sonde, elle est composée de plusieurs couches. Donc déjà une membrane en caoutchouc simple qui permet de faire l'étanchéité et définit donc la cellule de mesure. La gaine de contention qui va nous permettre d'avoir cette géométrie. Et ensuite une gaine de polyuréthane que vous voyez ici sur la photo qui va protéger contre l'abrasion. Alors cette sonde en fait, elle a une évolution des sondes qui existaient déjà dans les marchés, qui sont déjà commercialisées depuis longtemps, des sondes qu'on dit FC60, qui mettaient déjà en place cette technologie de membrane, mais qui était tricellulaire. Donc en fait, le concepteur, c'est Francis Court, qui est partenaire du projet AirScope, et il s'est rendu compte qu'il n'avait pas besoin en fait de la cellule centrale, puisqu'en contrôlant la géométrie de la sonde, il pouvait avoir une relation définie entre le volume injecté dans la cellule de mesure et son diamètre extérieur. Alors c'est cette relation qui va nous permettre d'avoir en fait la déformation au niveau de la cavité du sol. Bon, si on décide de mettre en place une nouvelle sonde, on doit également mettre en place tout son protocole de calibrage et valider ensuite son application. Donc, nous l'avons calibré au laboratoire avec une procédure différente de celle couramment appliquée selon les normes de l'essai pressométrique. Cette procédure, en fait, est composée de 4 calibrages de tubes de diamètre variable. Il y a un étalonnage à l'air libre, comme fait pour toutes les sondes pressométriques classiques, et un essai dit d'accommodation de membrane, qui est en fait un essai qui va nous donner une correction supplémentaire lorsque l'on fait des boucles de décharge-recharge. L'essai d'accommodation de membrane, il a été décrit dans la littérature étrangère, mais peu réalisé en France. Donc, vous voyez ici un exemple des courbes de calibrage des sondes. Donc, vous voyez en rouge l'étalonnage de la sonde à l'air libre, et ensuite les 4 courbes verticales, c'est en fait la pressurisation de la sonde dans des tubes de 60, 65, 75 et 85 mm. Si on procède à un calibrage comme ça, on obtient pour toute valeur de pression une relation entre le volume injecté dans la sonde et son diamètre. Donc on peut, à partir des mesures dans mon contrôleur pression-volume, avoir les diamètres extérieurs de la sonde, donc interpréter mon essai en termes de pression, diamètre ou pression, variation de rayon. Nous avons également une loi d'accommodation qui est en fait établie avec les essais d'accommodation de membrane qui vont nous donner une correction supplémentaire pour les boucles de décharge-recharge. Donc, pour valider cette procédure de calibrage et cette nouvelle sonde, nous avons d'abord proposé des dispositifs simples au laboratoire que nous avons conçus et développés nous-mêmes au laboratoire Navier pour vérifier le fonctionnement de la sonde sous conditions limites les plus simples possibles. Le premier essai, ce qu'on appelle le premier dispositif, je l'appelle un cylindre épais instrumenté. Donc il s'agit en fait d'un cylindre en polyuréthane épais de 30 mm d'épaisseur sur lequel nous avons installé des jauges de déformation. Alors on met la sonde à l'intérieur, on pressurise la sonde et on mesure donc les volumes injectés dans la sonde. Donc on aura une évaluation de la déformation à partir d'un volume injecté dans la sonde. Et nous aurons également une mesure directe de la déformation dans les parois du tube à partir de la jauge de déformation. Je compare donc ce qui a été évalué avec la sonde avec ce qui est mesuré directement par la jauge et on voit qu'on est bien sur l'abscisse de ces graphiques. Donc ce que j'ai évalué avec la sonde correspond effectivement à une déformation réelle de ces tubes. Un autre dispositif, on lui a intitulé la chambre d'étalonnage hydrostatique. C'est en fait une cuve où on vient mettre la sonde à l'intérieur et on la remplit d'eau. Ce dispositif permet de voir si la pressurisation de la sonde est transmise au milieu extérieur, donc si on peut récupérer la pression envoyée par la sonde dans les fluides de la chambre hydrostatique, et à l'inverse, si on pressurise la chambre, je peux mesurer la pression dans la sonde. Donc ce que vous voyez sur ces graphiques, c'est un essai où la sonde était à l'intérieur, les vannes de ma chambre hydrostatique étaient fermées, et je pressurise ma sonde par injection d'à peu près 65 cm3. En fait, en faisant ça, la pression que je mesure dans les fluides, dans ma chambre, elle est correspondante à la pression que j'ai appliquée dans ma sonde, moins la correction d'étalonnage. Donc, ce qui permet effectivement de valider cette procédure d'étalonnage des sondes
à l'air libre. Et ça confirme donc, sous des conditions limites très simples, que je peux mesurer et des déformations et des pressions d'un milieu externe. Prochaine étape, c'est donc de valider si la sonde est capable de cerner des propriétés des sols. Donc, pour cela, on a fait les choix de la modélisation physique en chambre d'étalonnage. Première étape, c'était de valider par des modèles aux éléments finis si les conditions limites des chambres d'étalonnage n'ont pas d'influence sur les paramètres que l'on va mesurer. En fait, on conclut que l'influence est négligeable sur les modules des déformations, à faible déformation. Ensuite, on disposait de deux types de chambres d'étalonnage. Donc, on a fait des essais comparatifs entre les deux. Et nous avons fini par utiliser cette chambre qui est ici, que vous voyez sur la photo au milieu, qui est une chambre en conditions isométriques, c'est-à-dire qu'on a des déformations nulles au bord et on peut imposer une pression verticale. Donc la pression horizontale, il y aura un rapport K0 avec la pression verticale imposée. Nous avons comparé avec un autre type de chambre en ayant des résultats comparables. L'avantage de ce type de chambre, c'est qu'on a pu simuler la géométrie d'un forage en mettant des disques rigides en bois qui nous permettent en fait de simuler un forage. Donc on a cet espace annulaire vide entre les sols et la sonde. Les sols que nous avons utilisés, c'était les sables de Fontainebleau, NE34, sec. Le sable de Fontainebleau, en fait, c'est un sable de référence qui est très utilisé dans les laboratoires. Et on connaît parfaitement ses propriétés granulométriques, ses propriétés de cisaillement, et on dispose également d'une caractérisation très complète de son comportement en élasticité non linéaire. Donc on trouve dans la littérature, et on disposait également des résultats d'essais au laboratoire Navier, qui nous permettent de caractériser l'évolution du module de cisaillement en fonction de la contrainte moyenne effective pour ces sables, et également d'évaluer la décroissance du module de cisaillement séquent en fonction de la déformation de cisaillement. Donc, en connaissant ces comportements de référence et en ayant ces équations, c'est avec ces comportements de référence que l'on pourra boucler et faire les liens après avec les mesures réalisées avec la sonde pressiométrique. Donc, petit aperçu de la procédure expérimentale, donc l'assemblage de la chambre d'étalonnage. On met la sonde à l'intérieur, nos cales en bois qui vont permettre de simuler le forage. Compactage du sol par couche de 10 cm, compacté manuellement. Ensuite, on met la baudruche qui permet de pressuriser la chambre à la pression verticale. Et on arrive ici au dispositif complet d'essai. Vous voyez ici la chambre d'étalonnage avec la sonde à l'intérieur. Deux dispositifs type GDS qui vont permettre, un, de contrôler la pression et les volumes dans la sonde, et l'autre qui permet de contrôler la pression verticale appliquée dans la chambre. Et ensuite, un ordinateur pour l'acquisition de données. Une fois les dispositifs assemblés, première étape, c'est de consolider le massif, donc d'appliquer mon état de contrainte initial. Cette procédure de consolidation a été faite par palier. Donc on applique d'abord la pression verticale sur le massif dans la chambre d'étalonnage et on vient par la suite équilibrer la pression horizontale en pressurisant la sonde en sorte d'avoir un rapport K0 identique au rapport K0 théorique pour ces sables. Donc cela dit, la prochaine étape, c'est les programmes de chargement. Donc quand on parle d'un programme de chargement pressiométrique cyclique, il faudra distinguer deux types de programmes de chargement. Donc les premiers, on aura quelques cycles, on va les appeler des boucles en fait. C'est des programmes qui nous permettent de mesurer les modules de cisaillement et sa variation avec l'état de contrainte et l'état de déformation. Alors ces programmes, vous le voyez ici schématisé, il va être composé de 5 boucles. Chaque boucle est réalisée à un niveau de pression de cavité croissant. Chaque boucle doit être obligatoirement précédée d'un palier de pression constante et l'amplitude de la boucle va être d'à peu près 40% de la pression avant décharge. Un autre type de protocole pressiométrique, c'est des protocoles qu'on va dire cycliques. Alors sur ces protocoles, on va s'intéresser à faire plusieurs séries de cycles d'amplitude identiques, in série, que l'on pourra après faire varier. Donc on peut faire varier l'amplitude, soit on peut l'augmenter, diminuer, voire étudier l'effet du schéma de contrainte. Ces types de protocoles, aujourd'hui, on n'a pas un paramètre élémentaire qu'on va déterminer avec. Donc dans le cadre de ma thèse,
les recherches de ce type ont été plutôt exploratoires, voir si on pouvait cerner les comportements du sol avec la sonde et les corréler ensuite avec le comportement des ouvrages. Donc, le voici un programme d'essai que nous avons réalisé avec la première procédure de chargement, avec l'objectif de mesurer les modules de cisaillement du sable de Fontainebleau. Donc, tout d'abord, nous avons réalisé plusieurs massifs d'essais, de tests, pour mettre au point notre procédure de chargement, la procédure de mise en place de la sonde et la procédure de consolidation. Et ensuite, on a fait une étude paramétrique, en fait, portant sur l'indice de densité du sable. Donc, on a utilisé 3 indices de densité différents, 0,50, 0,70 et 0,90. On a consolidé tous les massifs avec une même contrainte horizontale et on a réalisé le même programme de chargement dans tous les massifs. On a également réalisé un essai de répétabilité pour vérifier que la procédure est bien répétable. Alors, commençons d'abord par la procédure d'interprétation. Une fois que j'ai fait mon essai, j'ai donc des mesures brutes au niveau de mon contrôleur pression-volume. Donc, j'ai mesuré une pression et un volume à l'intérieur de la sonde. Alors, ces mesures doivent être corrigées et doivent être transformées en pression et en déformation radiale au niveau de la paroi de ma cavité. Donc, pour ce faire, je fais appel à mes courbes de calibrage que je vous avais présentées au début. Et en suivant ma procédure de calibrage, j'obtiens donc une courbe pression déformation au niveau de ma paroi de cavité. Une fois que j'obtiens cette courbe, je viens faire une correction supplémentaire pour chacune des boucles. C'est ma correction d'accommodation de membrane qui est obligatoire dans ce cas, qui va me permettre par la suite de passer à l'interprétation théorique de mes boucles. Alors, regardons de plus près ce qui se passe au niveau de la troisième boucle ici, dans cet essai. Donc, c'est un massif d'indice de densité 0,70. Alors, ce que vous voyez sur ces graphiques, donc la courbe grise, c'est la courbe obtenue, que l'on vient par la suite corriger de l'effet d'accommodation de membrane, et on obtient la courbe rouge que vous voyez ici. C'est sur cette courbe rouge qu'on va interpréter nos modules de cisaillement. Alors, pour faciliter nos analyses, donc, on va isoler uniquement la décharge. C'est sur la décharge qu'on va faire nos analyses. On peut le tracer sur un graphique séparément. Alors, sur ces graphiques, je l'ai remarqué que la pente, en fait, entre n'importe quel point et l'origine, va donner un module de cisaillement du sable. Ce module de cisaillement, il aura une valeur qui est maximale au tout début de la courbe, et en fait, il décroît au fur et à mesure que la déformation de cavité augmente. Cette décroissance, en fait, on peut la représenter sur un autre graphique. On va tracer l'inverse du module de cisaillement séquent en fonction de la distorsion à la paroi de la cavité. Alors, en faisant ça, je vais remarquer qu'on obtient une droite. En fait, les points ils vont s'aligner sur une droite. Cela avait déjà été observé dans la littérature par Brio et al. En 1983. Et en fait, ça révèle un comportement qui est hyperbolique du sol. Alors, si c'est hyperbolique, on peut donc caler une droite sur ces points. Les paramètres de cette droite donc, vont me donner les paramètres en fait, de cette hyperbole, les paramètres A et B, qui vont me permettre de déterminer un module Gmax pour chacune des boucles et avoir une tendance de variation du module en fonction de la déformation. Alors, une autre façon de voir ces graphiques, c'est sur un diagramme de décroissance du module de cisaillement séquent en fonction de la distorsion de cavité. Alors, sur ces graphiques, vous voyez la courbe grise qui est là. Ce sont donc mes modules séquents évalués à la paroi de la cavité en fonction de la distorsion de cavité. Par contre, là, il faut faire attention, puisqu'il s'agit d'un module mesuré à la cavité. Et ce qu'on mesure à la paroi de la cavité, c'est en fait une intégration du comportement global du massif autour de cette cavité. Donc, il existe dans la littérature des procédures qui nous permettent de transformer ces comportements globaux en comportements élémentaires. Et dans ces cas, on va parler de transformation, de déformation et d'un ajustement d'état de contrainte. Une fois qu'on procède à cette transformation, déformation et ajustement d'état de contrainte, on passe d'une courbe de décroissance des modules au niveau de la cavité à une courbe de décroissance du module dite élémentaire du sol, et qui va donc correspondre à ce que je devrais m'atteindre du comportement élémentaire de mon sable. Vous remarquez, il y a
peu d'ébruitage des mesures, donc c'est normal que dans des très faibles déformations, les mesures soient légèrement bruitées puisqu'on est en train de calculer des pentes sur des données expérimentales. On observe sur ces graphiques que dans un domaine d'à peu près 2-10-4, on a des erreurs de mesure qui sont relativement faibles. Donc on est effectivement en train de mesurer des modules dans ce domaine, même sans avoir besoin de faire un lissage de nos mesures. Alors regardons d'abord les résultats des 4 essais, donc 3 indices de densité, 4 essais, donc un essai de répétabilité. Ce que vous voyez ici, c'est le résultat de l'essai d'indice de densité de 0,5, 0,50, 0,70, 0,90. Donc on voit tout de suite l'effet de l'indice de densité, donc le massif moins dense subit moins de déformation que le massif, le massif plus dense subit moins de déformation que le massif moins dense. On observe une partie quasi linéaire au début des courbes, mais dès la première boucle, on a déjà des déformations plastiques ici. Donc en fait, ça veut dire, si on vient calculer un module dans une plage type Ménard ici, c'est forcément un module qui comprend des déformations plastiques. Donc pour s'intéresser aux paramètres d'élasticité, on va s'intéresser uniquement à ce qui se passe dans les boucles. Et donc vous voyez, c'est une réponse fermée, on repasse par les mêmes points après le déchargement et le rechargement. Donc avec mes 4 massifs, ce qu'on peut regarder donc, à partir de notre étude paramétrique, c'est pour une boucle réalisée à pression de cavité constante, par exemple la 3e boucle, je regarde l'effet de mon indice de densité. Donc plus dense, plus raide, ce qui est cohérent avec ce qu'on attend pour des comportements dans le sable. Également, si je prends pour un essai donné, donc un indice de densité constant, qu'est-ce qui se passe si j'augmente la pression avant décharge? Donc les boucles réalisées à pression plus importante sont plus raides que les boucles réalisées à pression plus faible, qui est également cohérent avec ce qu'on attend pour des comportements dans le sable. On va donc par la suite voir si nos paramètres mesurés, comment ils se trouvent par rapport aux propriétés du sable de Fontainebleau. Donc ce que vous voyez ici à gauche, donc, les points, ce sont les modules de cisaillement maximaux évalués pour chacune des 5 boucles pour un essai. Donc ici c'est l'essai d'indice de densité de 0,70. Donc on a 5 valeurs de modules, on observe qu'ils sont bien croissants. Graphique du milieu, ce sont les 5 courbes de décroissance du module de cisaillement séquent en fonction de la distorsion moyenne évaluée par mes 5 boucles. Alors je vais comparer ces résultats déterminés avec le pressiomètre avec mes courbes de référence pour les sables de Fontainebleau qu'on avait déterminées par ailleurs avec d'autres essais. Alors voici ce qu'on obtient. Donc, la courbe de variation du module Gmax en fonction de la contrainte moyenne effective, la courbe de dégradation du module séquent en fonction de la distorsion. Et on observe une très bonne consistance, une belle cohérence entre les valeurs évaluées avec le pressiomètre et les valeurs de référence du sable de Fontainebleau. On obtient des résultats également satisfaisants pour un indice de densité de 0,50, même chose pour l'indice de densité de 0,90. Donc ces résultats indiquent qu'on est dans la bonne voie avec cette sonde et ces nouvelles procédures. On peut passer par la suite, donc je vais vous présenter rapidement quelques résultats d'essais cycliques. Donc c'est pas... on va rester sur l'accent sur la mesure de modules à faible déformation. Et on a fait également un programme d'essais en étude paramétrique avec 2 indices de densité, avec les protocoles cycliques, amplitude croissante, investigation du schéma des chargements, c'est-à-dire l'influence d'avoir précisaillé les sols avant de faire les séries cycliques. Et dans ces cas, en fait, on n'est pas en train de chercher un paramètre élémentaire. Ce qu'on veut faire, c'est comprendre les comportements du sol sous chargement cyclique. Donc, pour une série d'amplitudes fixes, on va mesurer l'accumulation de volume en fonction du nombre de cycles. Et on veut voir si on est capable, avec cette sonde, de cerner des variations de densité du sable, des variations de pression. Donc, voici un exemple d'essai, encore sur un massif d'indice de densité de 0,70, où on a réalisé plusieurs séries cycliques d'amplitude croissante. Ce qu'on observe, c'est effectivement, dès qu'on augmente l'amplitude pour un nombre de cycles donné,
l'accumulation volumique augmente, ce qui est tout à fait cohérent avec le comportement d'un sable. Un autre exemple, donc maintenant deux massifs d'indice de densité 1,070, 1,090. On vient comparer leurs réponses sous un même protocole cyclique. Donc vous observez que la courbe rouge, donc un massif moins dense, elle subit plus de déformation, plus d'accumulation de déformation cyclique que le massif indice de densité 0,90 plus dense. Donc ces comportements tout à fait cohérents avec ce qu'on attend pour un sable et ce qu'on avait également observé dans la littérature. Avec ces résultats, donc on peut conclure que sur la campagne d'évaluation et de validation en laboratoire, on obtient des résultats cohérents et représentatifs du sable des Fontainebleau pour les propriétés d'élasticité à faible déformation. Et en ce qui concerne les résultats cycliques, les comportements mesurés est cohérent avec ce qu'on trouve dans la littérature et on peut finalement cerner des variations d'état de densité du sol avec cette sonde. Avec ces résultats, on peut donc passer à une prochaine étape qui va être la validation in situ, donc sur conditions d'opération réelle de cette sonde. Donc pour ce faire, vous remarquerez que le matériel d'essai est bien plus lourd, donc on aura besoin d'une foreuse, des installations de chantier, abris de chantier, plusieurs opérateurs sur site. Donc les dispositifs de contrôle n'est pas le même, donc je le détaille dans mon manuscrit, donc si vous voulez voir. Et finalement, ce dispositif il est certainement moins précis que celui du laboratoire, compte tenu des contraintes des chantiers. Donc vous voyez ici des photos de la sonde sur le terrain et de la sonde prête à être mise en place et être insérée dans le terrain. Les outils de forage classiques que l'on utilise dans pressiométrie courante, donc un outil pour les sables, un tricône pour les sables, une tarière pour les argiles. Donc nous sommes allés dans 2 sites d'essai. Sur ces 2 sites d'essai, on disposait d'une campagne de caractérisation complète des sols et des essais de chargement des pieux à vraie grandeur réalisés dans le cadre du projet Sol-Cible. Alors les premiers sites, c'est les sites de Dunkerque, donc c'est un site sableux où on va trouver des sables denses, donc d'indice de densité de l'ordre de 0,75. On dispose pour cet essai, pour ces sites, de toute la campagne de caractérisation et du profil de Gmax établi à partir des essais de géophysique. Le deuxième site, c'est un site avec des argiles surconsolidées, c'est les sites de Merville où on va trouver des argiles très plastiques, donc un indice de plasticité de 0,40 à 0,69. Et même chose, on dispose d'une campagne de caractérisation avec des essais pressiométriques, des essais CPT, mais également des profils de Gmax obtenus par des essais type géophysique. Alors regardons d'abord les résultats obtenus sur les sites sableux. Donc sur ces sites, on a réalisé 8 essais, dont 3 en suivant les protocoles pour la mesure de jet de gamma. Alors 3 essais, donc à 6, 8 et 11 mètres de profondeur. Je propose d'illustrer les résultats à partir de cet essai à 11 mètres de profondeur. Nous avons réalisé 3 boucles, alors 3 boucles au lieu de 5, pour permettre de rendre l'essai plus court. Alors pour information, un essai comme celui-ci dure à peu près 1h15. Donc 1h15, ça lui rend entièrement réalisable dans la pratique. C'est un essai qui peut être commercialisé. Il a été d'ailleurs mis en application dans certains chantiers des Fugro à l'époque et dans les cadres des essais ARSCOP, des essais comparatifs d'ARSCOP. Donc ce que vous observez ici, c'est le résultat d'un essai, celui à 11 mètres. On observe donc qu'on peut évaluer sur la partie initiale de la courbe un module équivalent au module Ménard, donc sur cette partie quasi linéaire. On a par la suite 3 boucles et on mesure effectivement la pression limite conventionnelle du sol correspondant au doublement du volume de la cavité. Donc on obtient sur un même essai des paramètres Ménard et la réponse dans mes boucles. Regardons maintenant de plus près ce qui se passe dans chacune des boucles. Alors vous voyez ici donc la boucle 1, 2 et 3, et ici les décharges uniquement tracées, isolées sur ces graphiques. Donc on observe de la même façon qu'au laboratoire, des boucles réalisées à un niveau de pression plus élevé sont plus raides que les boucles réalisées à un niveau de pression plus faible. Ce qui est cohérent avec le laboratoire
est cohérent avec ce qu'on attend pour un sable. On peut donc, comme on a fait tout à l'heure, dériver à partir de chacune des boucles des courbes de décroissance du module de cisaillement en fonction de la distorsion. Donc on va obtenir, encore une fois, des courbes élémentaires pour les sables de Dunkerque. Alors, ces courbes élémentaires, on va les comparer aux courbes de référence que nous disposons pour les sites, qui a été donc largement caractérisées, et nous disposons donc de ces courbes par ailleurs dans la littérature. Donc c'est ce que vous voyez ici. Donc, on dispose des équations de référence pour les sables de Dunkerque. Et vous voyez ici donc, les modules Gmax évalués pour chacune des trois boucles, ajustés à un état de contrainte moyenne autour de la cavité. Donc, on obtient une belle corrélation, une belle relation entre les deux. On peut également étudier sur les plans de dégradation du module séquent en fonction de la distorsion. Donc vous voyez en rouge et vert les courbes mesurées avec le pressiomètre. En bleu, les courbes de référence pour les sables de Dunkerque, donc également disponibles dans la littérature. Sur ces graphiques, vous voyez ici les modules Ménard, les modules évalués dans la plage type Ménard, qui correspond effectivement à un module très fortement dégradé par rapport au module à faible déformation. Donc effectivement, on s'aperçoit qu'il correspond à un module dans l'ordre des 10-2 du sol. Alors on peut également faire l'exercice de comparer ces valeurs aux modules à très faible déformation. Donc on dispose sur ces sites des modules Gmax évalués à partir des essais géophysiques type cône sismique, et également des corrélations avec des CPT. Donc, tout ça donné dans la littérature. Par contre, les modules Gmax évalués ici, ils sont associés à un état de contrainte moyenne effective qui n'est pas les mêmes états de contrainte in situ. Donc pour évaluer les modules Gmax au repos, je dois d'abord évaluer mon état de contrainte in situ et en utilisant la tendance donnée par mes trois boucles, je peux évaluer les Gmax correspondant à l'état de contrainte in situ. Donc, on évalue l'état de contrainte in situ. Sur ma tendance donnée par mes trois boucles, j'évalue mon module Gmax au repos. J'obtiens les points rouges que vous voyez ici. Et j'attire votre attention pour les modules dans la plage Ménard qui est largement inférieure. Donc on obtient une relation qui est très satisfaisante pour cet essai, mais également satisfaisante pour les deux autres essais réalisés à 6 et 8 mètres de profondeur. Alors si on passe au site suivant, donc les sites des mers vides, dans lesquels on a des argiles surconsolidées, on a fait pareil 3 essais avec cette procédure jet de gamma. Vous voyez ici une courbe type d'un essai à 12 mètres de profondeur. Même chose, je vais entrer directement dans l'interprétation de cet essai. Donc, vous voyez les 3 boucles. On a fait une 4e boucle un peu exploratoire, je ne vais pas la traiter ici. Alors, ce que nous obtenons donc, pour cet essai à 12 mètres de profondeur, nous avons observé que malgré l'augmentation de pression entre les 3 boucles, les modules de cisaillement n'ont pas augmenté, au moins pas significativement. On a presque 3 courbes identiques pour les 3 boucles. Alors cela, c'est probablement dû à un comportement non drainé de ces sables, c'est-à-dire on augmente la pression, le sol n'est pas drainé, donc les pressions effectives, les contraintes effectives n'augmentent pas, mon module de cisaillement n'augmente pas. Alors on ne peut pas confirmer que c'est un comportement non drainé puisqu'on ne dispose pas d'une mesure de pression interstitielle sur la sonde. C'est d'ailleurs une perspective pour le futur. Alors ce que vous voyez sur ces graphiques, c'est les 3 courbes évaluées avec l'essai pressiométrique. Vous voyez ici des courbes de référence, donc les Gmax évalués par des essais de cross-roll, les Gmax évalués par des essais de type downroll. Vous voyez d'ailleurs sur ces profils les profils des Gmax downroll, cross-roll et les profils des modules pressiométriques évalués par des essais classiques. Avec notre nouvelle sonde et notre nouvelle procédure, on obtient des valeurs de Gmax qui sont dans cette plage ici, donc cohérents avec ce qui aurait pu être obtenu par des essais de géophysique. Et encore une fois, des modules Ménard qui correspondent à des modules fortement dégradés et dans une plage de déformation de l'ordre du 10-2.
Donc encore une fois, des résultats qui sont cohérents avec ce qu'on s'attendrait sur site pour des modules élémentaires de l'argile des Flandres. Donc sur site, on a également réalisé une campagne d'essai cyclique à grand nombre de cycles. Sur les sites sableux, les résultats sont cohérents avec ce qui avait été fait au laboratoire. Je ne vais pas entrer dans le détail. Je vais me concentrer sur un essai intéressant qui a été obtenu sur les sites argileux, donc les sites de Merville. C'est cet essai-là. Alors, sur cet essai, nous avons d'abord précisé le terrain. Donc, j'ai sollicité le terrain jusqu'à quasiment sa pression limite. Ensuite, j'ai déchargé et réalisé la série cyclique que vous voyez ici en vert. Alors, c'est une série d'une amplitude très, très forte, très importante. Et on observe que pour cette série cyclique, il n'y a quasiment pas d'accumulation cyclique. Il n'y a pas d'évolution ici. Ensuite, j'augmente la pression, je procède à la série orange. Alors, la même amplitude, mais une pression moyenne légèrement plus élevée. On s'aperçoit qu'on commence à développer une accumulation de déformation due à mon chargement cyclique. Et encore, j'augmente ma pression, là, avec même une amplitude plus faible, mais une pression moyenne plus élevée, je développe beaucoup de déformations en fonction de mon nombre de cycles. Donc, un comportement qui nous rappelle même un comportement un petit peu rocher cyclique. Alors, pourquoi cet essai est intéressant? Parce qu'en fait, on va trouver une corrélation importante avec le comportement des pieux sous chargement cyclique sur ces mêmes sites. Donc, je vais y revenir plus tard. Donc, voilà, donc on a fait notre campagne de validation in situ. On a obtenu des résultats déjà cohérents avec ce qu'on avait obtenu au laboratoire en chambre d'étalonnage. Les paramètres mesurés sont tout à fait représentatifs des propriétés élastiques élémentaires des sols. Les paramètres type Ménard évalués sur ces mêmes essais sont cohérents avec ce qui aurait pu être fait avec des essais standards. Et ça nous permet donc de valider ces matériels vis-à-vis de son application réelle in situ. On passe à la dernière partie, qui est donc l'application de ces paramètres au dimensionnement des ouvrages. Alors pour le faire, on va se servir des résultats d'essais de chargement qui ont été réalisés dans le cadre du projet SOL-CIP. Donc on dispose sur les deux sites d'essais de chargement cyclique des pieux en vraie grandeur. Et ces pieux, ils avaient été instrumentés, donc on dispose des courbes de mobilisation TZ réelles de ces pieux. Une première approche, c'était donc une comparaison locale, donc des courbes TZ mesurées avec des courbes TZ qui auraient pu être évaluées, disons des courbes théoriques qui auraient pu être déterminées à partir des résultats in situ. Alors, premier type de courbes, ce sont des courbes type Frank-Zao qui ont été calibrées à partir des modules pressiométriques Ménard. Le deuxième type des courbes de type Randolph-Roth ou Baglin et Frank, qui en fait ont été déterminées par des méthodes semi-théoriques et qui sont basées sur un module dit d'élasticité du terrain. La deuxième approche, c'est une évaluation globale, c'est-à-dire on a les mesures du comportement du pieu à la tête du pieu. Je peux évaluer les comportements à la tête des pieux à partir d'un modèle TZ et je peux alimenter mon modèle TZ par chacun des deux types de courbes de mobilisation. Donc une courbe calibrée à partir d'un module Ménard, qu'on sait mesurer, une courbe calibrée à partir de propriétés d'élasticité que nous sommes en train de dire que l'on peut mesurer maintenant. Alors par manque de temps, on va rester sur la deuxième approche, donc une évaluation globale du comportement à la tête des pieux. Je vais vous présenter donc les résultats sur les sites sableux, les Dunkerque. Donc nous disposons sur ces sites, encore une fois, de la caractérisation géotechnique, mais également des propriétés d'interaction sol-pieux, donc la résistance axiale limite, la résistance des pointes, qui a été mesurée sur ces pieux qui avaient été instrumentés. Donc deux essais de chargement des pieux que je vais vous présenter. Les premiers, un pieu foré à la tarière creuse, donc qui a subi les programmes de chargement que vous voyez ici. D'abord un chargement monotone, des séries cycliques, encore un chargement monotone, et ensuite des séries cycliques, et ainsi de suite. On va s'intéresser ici, déjà au chargement monotone, mais également à la raideur cyclique, donc qui a la pente déterminée par ces parties où les pieux est soumis à un chargement cyclique. Pour ces cas,
Cette pente est de 340 kN par millimètre. Un deuxième pieu testé sur les sites, un pieu battu, un tube d'acier à pointe fermée. Donc vous voyez des programmes de déchargement ici, même principe. On a une header cyclique donnée, dans ces cas légèrement plus faible, de l'ordre de 230 kN par millimètre. Alors regardons maintenant ces essais de chargement. Donc, pour les pieux forés, j'ai remis toutes les courbes de chargement à la même origine. Donc vous voyez ici les chargements monotones et la suite du chargement. Et vous voyez en rouge un tiré, la pente en fait de la raideur cyclique de ces pieux. Je vais superposer à ces graphiques les résultats d'une évaluation avec le modèle TZ que nous avons utilisé. Donc à la fois un modèle TZ calibré par un module pressiométrique Ménard, donc courbe type Frank et Zao, qui a un très bon accord avec les chargements monotones du pieu. Cela est connu, en fait on l'essaie depuis longtemps et ça marche très bien. Et le deuxième essai, donc la courbe que vous voyez en bleu ici, qui a été alimentée par des paramètres dits d'élasticité et qui en fait a une bonne corrélation avec la pente de la raideur cyclique du pieu. Deuxième cas, donc les pieux battus. Donc sur ces cas, on remarquera une moindre différence entre la courbe de chargement monotone et la raideur cyclique, probablement due au battage, donc qui va pré-solliciter le terrain. Et on va faire le même exercice, on va superposer les deux modèles, donc alimentés par un module calibré sur un module pressiométrique Ménard et des courbes semi-théoriques calibrées sur un module d'élasticité. Donc dans ces cas, on voit que les courbes de mobilisation basées sur ces modules dits d'élasticité, elles sont plus proches du comportement cyclique, de la raideur cyclique du pieu. Donc ceci s'agit en fait d'un exemple d'application. Il y en a bien sûr d'autres. Juste avant de passer à d'autres exemples concernant la raideur, il y a les volets dégradation cyclique. Alors, je vais vous illustrer cet exemple basé sur un essai de pieu réalisé sur les sites de Merville. Donc c'est un pieu foré à la Terrière creuse. Donc vous voyez ici sa réponse au chargement cyclique. Donc plusieurs séries cycliques. Et on observe en fait que les séries, donc la capacité portante de ces pieux statiques de l'ordre de 900 kN, on observe en fait que les séries cycliques dépassant un seuil d'à peu près 80% de la capacité portante ultime du pieu engendrent en fait une accumulation cyclique très importante. Donc c'est le cas ici. Les séries cycliques à faible contrainte, faible pression moyenne, force moyenne, n'engendrent pas ou beaucoup moins d'accumulation cyclique. Alors, je vous avais dit, on avait fait un essai pressiométrique sur ces mêmes sites qui avait des résultats intéressants. Je le présente ici encore une fois. Donc là, cet essai, j'ai normalisé les pressions mesurées par rapport à la pression limite du sol. Et ce qu'on observe, c'est qu'effectivement, les séries cycliques qui ne dépassent pas un certain seuil génèrent très peu d'accumulation. Les séries cycliques qui dépassent ou qui sont proches de ces seuils génèrent des accumulations significatives et importantes. Alors, c'est une première observation. On trouve une corrélation entre ces deux comportements. À présent, on ne peut pas utiliser ça pour dimensionner l'autre, mais il y a une perspective importante en termes d'une mesure d'un comportement local à partir du pressiomètre et son utilisation pour le dimensionnement global d'un pieu. Alors, il y a bien sûr d'autres applications, notamment concernant la dégradation cyclique des sols, la liquéfaction. Alors, pour cela, on aurait besoin de la mesure de la pression interstitielle. On ne l'exposait pas pendant ma thèse, mais c'est fait en parallèle par un autre partenaire du projet ARSCOP. Et une autre application immédiate que je trouve très intéressante et qu'on peut mettre en application tout de suite, concerne en fait un choix éclairé du module d'élasticité du sol pour une application au calcul des ouvrages. Alors, ce qu'on obtient en fait, que vous voyez ici, c'est le résultat d'un essai sur les argiles surconsolidées à Merville. Donc, j'obtiens avec le pressiomètre ma courbe de dégradation et un module Ménard. On sait en fait que les différents ouvrages vont solliciter les terrains à différents
niveau de déformation. Certains ouvrages vont travailler dans un domaine de déformation important, certains ouvrages dans un domaine de déformation plus faible. Ce qu'on a d'intéressant, par exemple, c'est, je vais citer maintenant la norme fondation superficielle, qui dit que pour les argiles surconsolidées, on peut adopter un ratio, enfin un rapport, entre un module dit d'élasticité et un module Ménard de l'ordre des 3. Si on fait ça, donc si je multiplie mon module Ménard par 3, on va se retrouver ici, sur ma courbe, qui correspond effectivement à un ordre des grandeurs de 10-3 des cisaillements moyennes du sol. Alors, cela dit, on pourrait, si on détermine cette courbe de dégradation avec les pressiomètres, venir tout simplement choisir sur cette courbe les modules qui conviennent pour le dimensionnement de l'ouvrage concerné. Donc ça, c'est un choix éclairé du module, et en fait, ça fait les liens, et en fait, ça corrobore ce qu'il dit dans la norme fondation superficielle, et je trouve que c'est une perspective très intéressante. Une autre perspective, c'est en fait utiliser cette courbe déterminée avec les pressiomètres pour caractériser des modèles constitutifs, donc notamment les paramètres des cisaillements maximaux et des paramètres seuil de déformation. Alors c'est en cours, enfin, il y a un travail que j'ai soumis qui a été accepté, qui sera présenté à Sydney en 2022 avec cette perspective-là. Bon, avec cela, j'arrive au terme de cette présentation. Je vais donc pouvoir passer à mes conclusions. Donc, ce travail, avec ce travail, on a proposé une rupture avec la pressiométrie classique. Donc, on a un apport très important pour la détermination des propriétés des sols en élasticité avec le pressiomètre, tout en utilisant un matériel d'essai innovant, des procédures de calibrage adaptées et modifiées, un programme de chargement également adapté, et des méthodes d'interprétation en ligne avec les paramètres que l'on cherche. Donc en combinant tout ça, on obtient beaucoup de nouvelles perspectives pour l'essai pressiométrique, et on propose effectivement une rupture avec la pressiométrie traditionnelle. Donc il s'agit en fait d'une contribution importante pour l'évaluation du module de cisaillement à faible déformation, qui a été validé par une procédure robuste, commençant au laboratoire et ensuite sur le terrain, en conditions réelles, et qui apporte donc une réponse aux besoins récents des ingénieurs géotechniciens vis-à-vis de la caractérisation des propriétés élémentaires des sols pour l'application au calcul. Et tout cela avec une approche qui est complémentaire à la traditionnelle, ce qui permettra donc une transition harmonieuse entre les deux. Alors si je pourrais exprimer un souhait personnel, c'est qu'en fait ce travail il puisse permettre aux praticiens de comprendre qu'en fait c'est l'innovation en fait qui a permis, qui pourra encore permettre de valoriser l'essai pressiométrique, de lui rendre plus attractif tant sur le plan national en France, mais aussi à l'international, avec des approches qui sont maintenant tout à fait en lien. Donc avec cela, je vous remercie et je suis à disposition pour vos questions.